Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des Jeux Olympiques d'hiver, pour faire le débrief de cette 8e journée des Jeux Olympiques d'hiver. On va revenir sur les résultats des Bleus, sur le bilan des Bleus. On parlera également des autres résultats de la compétition des sports collectifs. Il y a déjà les quarts de finale, notamment du côté du hockey sur glace. On fera un bilan de tout ça du côté du hockey sur glace féminin. Et puis on parlera du programme de demain, notamment des Bleus, notamment du côté du bobsleigh féminin, ce qui sera une première. Vous voyez peut-être un petit changement au niveau de l'angle de caméra, c'est normal. J'ai acheté une nouvelle webcam, vous allez m'en dire des nouvelles. On est quand même d'une qualité bien supérieure à ce qu'on avait avant. Voilà, donc on est encore sur des tests. Pour tout vous dire, je l'ai reçu pendant le biathlon. C'est-à-dire j'ai été à la rechercher au moment du biathlon. En relais colis, vous savez, les relais colis, vous allez dans des boutiques où vous saviez même pas qu'elles existaient pour récupérer tout ça. Et donc, au niveau du biathlon, je l'ai écouté sur RMC sur la première partie, donc il se peut que j'ai peut-être manqué 2-3 petits trucs. Mais je m'en excuse, mais voilà, j'étais en train de récupérer tout simplement cet excellent produit. On commence tout de suite avec le programme des Bleus et donc la nouvelle médaille pour l'équipe de France, médaille d'argent, c'était du côté du sprint en biathlon avec notamment Quentin Fillon-Maillet qui a pris cette belle médaille d'argent. Et autant vous dire que contrairement aux filles où les chances de médaille, ça va être quand même Anaïs Bescon et Julia Simon. Il faudrait vraiment qu'il y ait des conditions climatiques très difficiles demain pour que Justine Brezaz fasse un 20 sur 20 et pour que Justine Brezaz soit performante sur la poursuite. Autant du côté des garçons, il y a plusieurs petites chances de médaille. Alors donc Quentin Fillon-Maillet qui a fait un 9 sur 10 aujourd'hui, fini à 25 secondes de Johannes Beu, mais Johannes Beu qui a été assez incroyable selon le commentateur. Alors c'était Simon Fourcade du côté des RMC. Il était assez exceptionnel Johannes Beu dans sa course. Il a vraiment fait une course assez incroyable, le Norvégien. Il était vraiment intouchable. Voilà, à erreur équivalente, il colle 25 secondes à Quentin Fillon-Maillet, qui pourtant sur ces 2 semaines de Jeux Olympiques est l'un des plus rapides. Donc ça montre bien que du côté du Johannes Beu, on était vraiment sur un très très gros rythme. Deuxième, Quentin Fillon-Maillet. Troisième, Tarjei Beu. Toujours un peu en deçà au niveau du temps de ski. Tarjei Beu, c'est pas très rapide du côté du temps de ski. Tsekov fait encore quatrième. Le Russe qui a encore fait une très bonne course avec un sans faute. Quatrième avec un sans faute à 40 secondes. Il faudra s'en méfier de Tsekov sur la mass start. Parce qu'avec tout le monde qui démarre en même temps, même s'il a un temps de ski un peu moins fort, il pourrait faire une belle mass start, le Russe. Et puis derrière, on a les 2 Suédois, Samuelsson et Ponsiluoma. Samuelsson qui a fait une erreur, donc il finit 5e à 52 secondes quand même. Le temps de ski, c'est toujours pas fou du côté des Suédois. Et puis Ponsiluoma 2 fautes. Pareil pour la grid qui fait 2 fautes et qui a 1 minute. Bénédicte Doll à 1,05. Emilien Jacquelin à 2 fautes est à 1,05,9. Donc c'est toujours jouable pour la poursuite de demain pour Emilia Jacquelin, parce qu'à 1,05 avec 4 tirs, il y a des possibilités. Puis surtout, c'est important pour Emilien Jacquelin. Sur cette course, il s'est quand même pas mal rassuré sur sa condition physique et je pense sur son tir debout qui avait été assez compliqué sur l'individuel et également sur l'épreuve par équipe, le relais mixte. Ça avait été un petit peu compliqué, donc ça s'est plutôt bien passé du côté d'Emilien Jacquelin. On retrouve ensuite Smolski, qui avait eu la médaille d'argent sur l'individuel. Lucas Hofer, malgré une seule erreur, n'est toujours pas là en termes de temps de ski. C'est quand même très compliqué pour les Italiens, je trouve, sur ces Jeux Olympiques en biathlon. Fabien Claude à 1,41. Ça reste jouable, 1,41 avec 3 erreurs. Alors, faudra pas qu'il fasse de faute, Fabien Claude, mais 1,41, ça reste vraiment jouable. Pour faire quelque chose, faudra pas faire d'erreur. Et sur la poursuite, aux Jeux Olympiques, souvent la poursuite, c'est une course assez dingue, quand même, sur les dernières éditions. Donc, faudra se méfier quand même de Fabien Claude, surtout qu'il sera avec Christiansen, avec Simon Eder. Donc, vraiment des coureurs intéressants. Et puis, Simon Détieux, 24e à 1,44. Là aussi, déjà parce qu'il sera avec Fabien Claude. Donc c'est pas perdu du tout pour les Français. Je pense que on s'en sort vraiment très très bien. Ça va être compliqué à partir de
de Plenko là, 2,40, 2,20, le chinois là qui est 40e à 2,16, et bon là ça commence à être compliqué. Vous voyez en termes de temps, Leitner par exemple 46e à 2,33, ça me semble compliqué. Benjamin Weger 53e à 2,39 également. J'espère Néline aussi. Parmi les concurrents qui ne feront pas cette poursuite, il y a Thierry Langer, le Belge, qui a fini 67e à 3 minutes. On a Paul Schumer, l'Américain, qui a fait 4 erreurs aujourd'hui, qui est fini à 4,12. C'est beaucoup sur un sprint, 4 erreurs. Et puis Florent Claude, également 4 erreurs, 84e. C'est dommage pour Florent Claude, il passe un petit peu à côté de ses Jeux Olympiques. Il est capable de faire beaucoup mieux. Le Belge, c'est un petit peu compliqué pour lui, mais voilà, les Français qui sont vraiment pas passés à côté sur cette épreuve de biathlon. Il y a une médaille en plus pour Quentin Fillon-Maillet qui est vraiment très très fort, qui est aussi à une 30 secondes, donc 30 secondes sur une poursuite, c'est une balle. Donc une balle d'écart, c'est pas grand chose. Et puis surtout, il faudra voir parce qu'on nous annonce encore des précipitations de neige cette nuit à Pékin, donc peut-être que la course sera également très difficile. Et puis avec le vent, ça pourrait peut-être relancer un petit peu la course. Mais là, on est quand même sur des suppositions. On va passer sur l'autre bon résultat de la journée, c'est Papadakis Cizeron du côté du patinage artistique, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. C'est peut-être pour ça que la vidéo, je pense, arrivera à 20h pour vous ou 19h30 parce que j'enregistre, il est seulement 15h57 désormais, mais j'attendais à la fin de cette compétition de danse sur glace pour voir à peu près où se situait Papadakis Cizeron, surtout par rapport à leurs adversaires, parce que vous savoir que Papadakis et Cizeron, du fait qu'on les ait assez peu vus, ils ont fait que la compétition du côté de Milan, c'est là où j'avais vu leur programme libre, où j'ai dit que leur programme libre était un programme un petit peu dépressif, mais Papadakis Cizeron n'ont fait que cette compétition là, donc ce qui fait qu'au niveau des rankings, on prend les meilleurs classements, les concurrents donc, qui ont fait les meilleurs classements en dernier groupe, et donc eux avaient un classement un peu moins bon, donc ils ont patiné dans l'avant-dernier groupe, ce qui parfois peut faire que les juges ont tendance à se retenir un petit peu au niveau de la notation en attendant de voir ce qu'il y aura après. Ce qui peut parfois être un petit désavantage par rapport à celui qui passe en dernier, qui a certes plus de pression parce qu'il a vu tous ses autres concurrents faire des choses, mais en même temps, il sait que les juges noteront parfaitement, ne se limiteront pas au niveau de la note. Papadakis Cizeron, donc 90-83 pour ce programme. Très clairement, il mérite cette note. Nouveau record du monde du programme court, c'est un peu leur spécialité à Papadakis Cizeron, mais cette année, il y a eu vraiment un vrai effort de chorégraphie. Ils ont pris une danse qui est assez inconnue. Alors, je sais plus le nom de la danse, mais qui est une danse qui est vraiment une grosse prise de risque, surtout dans un milieu comme la danse rythmique, la danse sur glace. On aime bien quand même les traditions du côté de la danse sur glace. Donc là, ils ont vraiment pris des risques sur ce programme-là. 90-83, voilà. Bon, c'est un très beau score. Ils ont presque 2 points d'avance sur Sinitsina Katsapalov, qui sont très dangereux sur le programme libre. Sinitsina Katsalapov, et puis ils ont 3 points d'avance, 3 points et demi d'avance même sur Madison Hubble et Zachary Donahue. Ça devrait jouer entre ces trois-là pour le titre. Il faudra faire quand même attention à Madison Chock, Evan Bates, Stepanova Bukin et Piper Giles et Paul Poirier, avec Charline Guignard, Marco Fabri pour le podium, parce que sur la 3e place du podium, par contre, Charline Guignard et Marco Fabri, ils sont qu'à 5 points de Madison Hubble et Zachary Donahue, donc c'est vraiment rien. 5 points, alors en danse sur glace, c'est un peu plus, on va dire, parce que les écarts de points sont un peu plus réduits. Mais Charline Guignard, Marco Fabri, ils peuvent largement remonter dans le classement, surtout que les Italiens sont vraiment très bons. J'avais vu leur programme libre au championnat d'Europe et je les avais trouvés très bons. Puis Charline Guignard, vous vous dites, oh, c'est un prénom français, un nom qui sonne français, mais tout simplement parce que Charline Guignard et Marco Fabri, Charline Guignard est brestoise. Vous savez que dans le patinage de couple, on a souvent comme ça des naturalisations. Ça avait été le cas notamment nous avec Vanessa James, qui est canadienne et qui a concouru pour la France. Il y avait également un Français qui a fait du couple avec une Ukrainienne et concourait pour l'Allemagne dans les années 2010. Donc voilà, c'est un truc assez habituel. Je rappelle que c'est notre seule chance de médaille du côté des sports de glace, avec, j'avais dit, le short track au niveau du relais mixte, sauf qu'ils sont tombés sur le relais mixte en quart de finale, donc là c'est vraiment notre seule chance de médaille. On passe aux résultats moins bons. On va commencer par le ski de fond,
Avec le relais 4x5 km, on n'attendait pas des merveilles du côté de l'équipe de France qui a fini 12e à 5 minutes 22. Bon voilà, une équipe de France très jeune. On s'attendait pas non plus à une performance incroyable avec Léna Quintin, Delphine Claudel, Flora Dolci et Mélissa Gall, Delphine Claudel étant la concurrente, je dirais, la plus expérimentée de ce groupe. Ça a été compliqué avec Léna Quintin qui a eu un départ difficile. Léna Quintin qui est plutôt une spécialiste du sprint, et puis ensuite Flora Dolci et Mélissa Gall pour finir. Donc la France, qui finit derrière le Japon et la Chine, mais devant la République tchèque et la Pologne. Le titre pour la Russie devant l'Allemagne. Il y a eu une grosse bagarre pendant les 4 relais entre ces deux nations. Ça s'est vraiment joué sur la dernière relayeuse avec Stepanova qui a été meilleure que Sofia Krell. Et puis derrière, la 3e place pour la Suède devant la Finlande. La Norvège ne prend pas de médaille. Alors la Norvège quand même sur ces Jeux Olympiques, je pense qu'il y aura une réunion autour de la table du côté de la Norvège parce que ça n'a pas été quand même dire des résultats fantastiques pour les Norvégiens, puis les États-Unis 6e, mais qui étaient dans un 2e peloton à une 28. On termine avec la grosse déception du jour, c'est le snowboard cross, l'épreuve par équipe mixte où les Français ont été éliminés dès les quarts de finale, que ça soit Loane Bozolo et Julia Pereira de Souza ou Mélin Surgé et Chloé Trespeuch. On s'est trompé dans le fartage et ça ne me pardonne pas. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il neige ce matin du côté de la Chine et on n'a pas fait le bon fart au niveau des snowboards, et c'est vraiment le fart parce que ils étaient collés. On aurait dit Johannes Tariebeu sur l'individuel en biathlon, ils étaient vraiment collés. Donc là il y a pas grand chose à faire. C'est assez rare qu'on fasse des erreurs de fartage en France. On est plutôt très bon. J'ai rarement de grosses erreurs au niveau du fartage. Autant les Norvégiens parfois au niveau des Jeux Olympiques ont fait des erreurs de fartage, mais là quand le fartage ça ne marche pas, c'est impossible d'être performant. J'ai lu parce que je suis en train de lire un livre, ça fait depuis 6 mois que je le lis, parce que je suis très rapide en lecture en ce moment, mais étant donné que je fais plein de choses à côté, j'ai pas beaucoup de temps, sur les entraîneurs français. Ça a été écrit par Emmanuel Touzeau, je vous en avais déjà parlé. Et j'ai lu l'interview de l'entraîneur de l'équipe de France de biathlon féminin en 92 à Albertville. Et il parlait des débuts du biathlon français. C'est un entretien qui est très intéressant. De toute façon, ce livre est assez intéressant, même s'il y a... Alors, par contre, si vous aimez pas l'e-sport, je peux vous dire, moi je suis pas très fan de l'e-sport, je suis pas comme ça spécialiste. Il y a la moitié du livre, c'est de l'e-sport. C'est marqué les meilleurs entraîneurs français, je sais plus c'est quoi le titre, mais la moitié c'est de l'e-sport. Et donc ça parlait du début du biathlon, et il parlait du jour où il s'est fait virer, cet entraîneur-là, malgré les très bons résultats de l'équipe de France féminine dans les années 90, du côté de Nagano, où l'équipe de France se plante complètement à Nagano, et il expliquait qu'à l'époque, il y avait 2 farteurs, quand les Norvégiens avaient des équipes de 10 ou 15 farteurs, et c'est ce qui a changé un petit peu la donne. C'est quand on a mis... à l'époque, on avait des résultats sans mettre de moyens, ce qui était donc assez surprenant d'avoir d'aussi bons résultats à l'époque en mettant très peu de moyens, et qu'ensuite on a mis des moyens bien plus importants autour notamment de Raphaël Poiret dans les générations qui ont suivi. Donc quand il n'y a pas de fart, vous pouvez pas glisser, ou vous pouvez pas être performant, vous pouvez être les meilleurs du monde. Parce que je rappelle qu'en 97, il y avait eu des titres mondiaux pour les Françaises, notamment l'individuel, mais si derrière vous n'avez pas les bons farts aux Jeux Olympiques, ça avait été catastrophique. C'est la fin des résultats des Français. On passe maintenant aux épreuves, on va dire, de médailles, les autres résultats de la journée, comme vous le savez habituellement. Du côté du 500 mètres hommes en patinage de vitesse, après les 2 titres sur 5000, 10 000 de Van Der Poel, aujourd'hui c'était le 500 mètres, c'était place au sprinter, et le titre pour Gao Tingyu en 34-32, qui a fait 100 premiers mètres vraiment canon. Le chinois, j'ai vu la course. Il a vraiment fait 100 premiers mètres sur son 500 mètres exceptionnel, parce que Cha Min-kyu, le sud-coréen, finit très très fort son 400 mètres. Le 400 mètres, il le fait vraiment très fort. Surtout, il a de la chance, Cha Min-kyu, c'est qu'il a l'aspiration de l'autre concurrent. Quand vous savez, en patinage de vitesse, on croise les 2 pistes. Et à ce moment-là, lui, il était derrière et il a pu prendre l'aspiration. Et en plus, comme c'est un mec qui a fait du short track à 60 km/h, il n'a pas eu de souci à prendre le virage.
Derrière, on a Maurice Chiguet, Laurent Dubreuil, 4e, qui a été champion du monde de cette discipline. Et puis les Néerlandais, assez loin, mais les Néerlandais quand même sur cette compétition. Je parlais des Norvégiens en ski de fond, il y aura beaucoup de choses à redire. Et du côté des même dans d'autres disciplines, du côté des Norvégiens, au niveau de la préparation de ces Jeux Olympiques, du côté des Néerlandais, ça n'a vraiment pas été la folie du côté du patinage de vitesse jusqu'à maintenant. En rappelant que c'est la première médaille de la Chine du côté du patinage de vitesse. La Chine qui quand même pour le moment dans ces Jeux Olympiques a des très très bons résultats. Je crois qu'ils sont même en tête du tableau des médailles. C'est vrai qu'on n'a pas fait de point du côté du tableau des médailles. On fera un petit point en fin de vidéo avec le tableau des médailles. Tiens, je me le mets là. Hop, je change mes onglets. On termine. Je vérifie que ça enregistre jour. Voilà, je fais 15 minutes de vidéo parce que je n'utilise plus OBS, j'utilise directement le logiciel de Logitech parce que c'est une webcam Logitech. Donc voilà, faut que je m'adapte un petit peu. Du côté du patinage de vitesse qu'on en a parlé, du saut à ski avec le grand tremplin, l'individuel grand tremplin aujourd'hui. Du côté du saut à ski, eh bien ça s'est bien passé, ça a été vraiment une belle bagarre entre les meilleurs. Et c'est Lidvik, le Norvégien, qui s'impose avec 296,1, ce qui est un énorme score pour comparer. On est 6-7 points de mieux par rapport au score qu'on avait sur la tournée des 4 tremplins, aux alentours de 290 points, entre 288 et 290 points, je dirais, sur la tournée des 4 tremplins cette année. Donc c'est 6 points au-dessus, ce qui est énorme, 6 points, c'est 3-4 mètres. Donc c'est vraiment un sautoir très performant au niveau du haut vol. Deuxième, Ryoyu Kobayashi, qui, je rappelle, a remporté la compétition du petit tremplin, la tournée des 4 tremplins derrière. Il fait que deuxième sur cette compétition-là, un grand tremplin. Il n'arrive pas à faire le doublé. Il faut savoir, c'est toujours l'objectif au niveau du saut à ski. Les meilleurs ont réussi à faire ça, notamment Simon Ammann. Petit tremplin, grand tremplin, c'est toujours l'objectif. Troisième, Karl Geiger avec 281,3. Qui sauve un petit peu la patrie allemande sur ces Jeux Olympiques parce que ça a quand même été un petit peu compliqué du côté du saut à ski. Donc Karl Geiger, qui est l'ancien leader de la Coupe du Monde avant Ryoyu Kobayashi, c'était le leader de la Coupe du Monde avant la tournée des 4 tremplins. Puis Camille Storr, Markus Eisenbichler même, l'allemand, qui finit 5e. Très gros deuxième saut pour Eisenbichler, un petit peu en difficulté sur le premier. 140 points sur le deuxième, 135,2. C'est peut-être... c'est le 4e meilleur saut du deuxième tour, derrière Geiger, Kobayashi, Lidvik. Donc vraiment une très belle performance. Et puis Zach, le Slovène, petite déception du côté des Slovènes. Zach par exemple, ou les Prevec, qu'ont raté un des deux sauts à chaque fois. Donc forcément c'est compliqué de ce genre de cas. Stefan Kraft également, qui a raté son premier saut, comme alors il a eu 2 sauts équilibrés, mais ça n'a pas suffi. Granerund également, qui a eu un premier saut compliqué, qui s'en est bien sorti ensuite. Et puis je voulais rappeler Daniel Huber, voilà, seulement 20e. Et puis c'est les Suisses, Simon Ammann, qui finit quand même devant Kylian Payer. Kylian Payer toujours en difficulté, il est en difficulté depuis la tournée des 4 tremplins. Ça fait depuis un mois qu'il n'a pas réussi à trouver la solution. Et donc Simon Ammann, 25e, je rappelle, il a plus de 40 ans, Simon Ammann, donc sacrée performance sur une discipline comme le saut à ski. Parmi les éliminés après le premier tour, donc il y avait notamment Robert Johansson, le Norvégien, Mackenzie Boycloves, le Canadien, qui avait remporté la médaille de bronze de l'épreuve par équipe, Fatih Arda Ipchoglou, Koudelka, le Tchèque, voilà, qui ne sont pas passés qui n'ont pas réussi à atteindre le cut des 30 pour avoir le deuxième essai pour cette finale. On termine avec le skeleton. Du côté du skeleton, c'était l'épreuve féminine, où les Allemandes c'était peut-être l'épreuve où du côté de l'Allemagne, on était le plus menacé pour l'hégémonie en luge bobsleigh. C'est peut-être l'épreuve qui inquiétait le plus, avec peut-être un petit peu le bobsleigh féminin, le monobob qui commencera demain. Et pourtant, c'est Anna Neise, l'Allemande, qui s'est imposée en 4,07,62 devant Jacqueline Naracotte, qu'on a beaucoup vu cette année, qui a été la première Australienne à remporter une épreuve de skeleton en Coupe du Monde, qui finit à 6 dixièmes. Et puis Kimberly Boss également, la néerlandaise, qui finit 3e devant Tina Hermann et Mirella Raneva. Jacqueline Leuling, la 3e allemande, finit 8e. La petite déception, c'est Kim Meleimans, la belge, qu'on avait vu faire le podium, ou 4e place, je ne sais plus, non, podium de la première manche de Coupe du Monde, mais qui ensuite a eu beaucoup plus de difficultés sur sa saison.
Les Russes également assez loin, hein. La première Russe est seulement 11e dans cette épreuve de skeleton. Mais voilà, du côté de l'Allemagne, c'était presque l'épreuve, le moment difficile pour l'hégémonie. Il restera le monobob et ensuite en bob à 2 garçons et en bob à 4 garçons, je vois pas qui arrivera à battre Francesco Friedrich. Je crois qu'on n'a rien oublié du côté des épreuves de cette journée du samedi, de cette nouvelle journée de compétition. On passe aux résultats des sports collectifs. Du côté des sports collectifs, on va commencer par les résultats. Hop là, j'ai fait une erreur, bien entendu. Nous étions hier le 11. J'espère que ça va s'afficher vite. Oui. On va commencer par les résultats d'hier du côté du hockey sur glace. Le Canada a battu la Suède 11-0 et la Finlande a battu la Lettonie 3-1. Je rappelle que hier, quand j'ai fait la vidéo, c'était 1-1 dans ce match du groupe C. Du côté du curling, tout était fini. Donc on va revenir sur les sports collectifs avec le curling. Toujours les tours préliminaires, le round robin pour les femmes comme pour les garçons. Du côté des bons résultats de la journée, eh bien la Chine a battu l'Italie 12-9, la Norvège a battu les États-Unis 7-6, la Suisse a battu le Danemark 8-6 du côté des hommes, la Chine c'était également du côté des hommes. La Grande-Bretagne a battu les États-Unis 10-5 du côté des filles. Du côté des filles également, victoire de la Chine sur la Suède 9-6. C'est une très belle performance. Et victoire également des Suissesses sur les Danoises 8-5. Et on passe au hockey sur glace. Du côté des résultats du hockey sur glace, du côté des hommes, victoire des États-Unis sur le Canada 4-2 dans le match un petit peu majeur de cette phase éliminatoire. L'Allemagne a gagné 3-2 face à la Chine. Du côté des quarts de finale, la Suisse a gagné 4-2 face à la Russie, ce qui est une très belle performance des Suisses. Du côté des filles, et puis la Finlande a battu le Japon 7-1. Le Japon qui a quand même fait un beau tournoi, je trouve, de hockey sur glace. En ce moment, la Russie joue face à la République tchèque, on a 5-5, et la Suisse joue face au Danemark, et pour l'instant la Suisse est menée 4-2 face aux Danois. On passe au classement du côté du curling chez les hommes. Eh bien, c'est la Suède qui est devant, 4 victoires en 4 matchs. Ensuite, on retrouve la Suisse qui a perdu son premier match. La Grande-Bretagne est 3e avec 3 matchs seulement d'effectués et une défaite. Canada, Chine, Norvège, Russie, États-Unis sont 4e à égalité avec 2 victoires, 2 défaites. Et l'Italie et le Danemark n'ont encore pas remporté le moindre match du côté du curling. Ce qui est surprenant du côté de l'Italie, qui, je rappelle, a été championne olympique du double mixte. Du côté des filles, eh bien la Suisse est en tête avec 3 victoires en 3 matchs devant les États-Unis qui ont une seule défaite en 4 matchs. Le Japon, la Corée du Sud, la Suède ont 2 victoires et une défaite mais n'ont joué que 3 matchs. La Grande-Bretagne est 6e avec 2 victoires, 2 défaites. Et Canada, Danemark, une victoire pour 2 défaites. Ils sont 7e à égalité et puis 9e place. Et dernière place pour la Chine et la Russie qui pour le moment ont 3 défaites dans ce classement, mais le classement n'est donc pas à jour par rapport à la journée du 12 février. Je m'aperçois parce que normalement les Chinoises, si je ne me suis pas trompé, ont remporté une rencontre. Si je n'ai pas oublié. Du côté du hockey sur glace homme, pour le moment dans le groupe A, les États-Unis sont toujours en tête devant le Canada, l'Allemagne et la Chine. Dans le groupe B, la Russie est en tête devant le Danemark, la République tchèque et la Suisse. Et dans le groupe C, la Finlande est en tête devant la Suède, la Lettonie et la Slovaquie. Et du côté des quarts de finale féminins, je rappelle que le Canada a battu la Suède, que la Suisse a battu la Russie, que les États-Unis ont battu la République tchèque et que la Finlande a battu le Japon. On aura donc des demi-finales suivantes, Canada-Suisse et États-Unis-Finlande. Ça sent quand même bon pour le Canada-États-Unis en finale de cette compétition. On passe au tableau des médailles, parce que j'ai dit que j'en parlais. Pour l'instant, la première nation au tableau des médailles, c'est l'Allemagne, devant la Norvège et les États-Unis, qui sont extrêmement bien remontés, notamment avec la médaille d'or en snowboard cross, parce que j'ai oublié de parler de la médaille d'or de Jacob Ellis, c'est le titre dont j'ai oublié de parler. Titre pour Jacob Ellis et Bong Gartner en snowboard cross, devant l'Italie 1,
avec Moyoli et le Canada qui a fini troisième. C'est deux têtes en plus que je vous dis ça. Les Pays-Bas sont quatrième, notamment grâce au patinage de vitesse, et la France est 13e avec 7 médailles, une en or, 6 en argent. On collectionne les médailles d'argent et toujours pas de médaille de bronze du côté de la France. On aimerait bien quand même avoir un deuxième titre parce que ça nous mettrait devant l'Italie. Normalement, ça nous ferait re-rentrer peut-être dans le top 10. Le programme de demain, on va commencer par le programme général, on va dire, de cette journée du dimanche 13 février. Le tournoi homme de curling et le tournoi féminin de curling, comme le tournoi masculin de hockey également, qui se poursuit. On aura le début du monobob féminin à partir de 2h30 du matin pour la première descente. Il y aura également le ski alpin avec les slaloms géants hommes avec Alexis Pinturo notamment à 3h15 du matin pour la première descente, 6h45 pour la deuxième. On aura le 4x10 km en ski de fond du côté des hommes à 8h. Il y aura également le 10 km, la poursuite femmes et hommes. La poursuite femmes sur 10 km sera à 10h. La poursuite hommes sur 12 km 500 sera à partir de 11h45. Grosse journée biathlon demain. Ski acrobatique féminin à partir de midi du côté des femmes. On aura également le 500 mètres hommes et le relais de femmes sur 3000 mètres en short track. Il y aura également le 5000 mètres femmes en patinage de vitesse. En short track également, il y aura le 1000 mètres femmes et le 1000 mètres femmes et le 5000 mètres relais hommes. La session de short track, ça sera entre midi et 14h. Du côté du patinage de vitesse, il y aura également la poursuite par équipe hommes et le 500 mètres femmes, ça sera à partir de 14h. Et puis ensuite, la journée se terminera par cette épreuve de patinage de vitesse. Donc peut-être que je vous donnerai les résultats seulement lundi de cette compétition de patinage de vitesse. Et puis je termine avec donc les Français qui seront sur les terrains. Ça commencera dès 2h30 du matin avec Margot Bosch sur le bobsleigh. Je sais toujours pas si on doit dire Margot Bosch ou Margot Bord. Je pense que c'est Margot Bosch. J'entends beaucoup de gens dire Margot Bosch. Mais est-ce qu'on lui a demandé un jour comment se disait son nom? Normalement, ça devrait être Margot Bosch, je pense. Tesle 2 qui aura les qualifications du ski acrobatique, ça ne m'était pas indiqué sur mon magnifique tableau France Télévisions. Donc ça c'est à partir de 3h du matin. À 3h15 du matin, début du slalom géant avec Pinturo, Mathieu Fèvre, Cyprien Sarrazin et Thibaut Favreau. Le relais 4x10 km à 8h en ski de fond. La sélection Richard Jouvre, donc qui est un petit peu la surprise de cette sélection en classique, avec Hugo Lapalu, Clément Paris et Maurice Magnifica. Jules Lapierre ne fait pas partie de cette sélection et forcément il est déçu. Anaïs Bescon, Justine Brezas et Julia Simon normalement sur la poursuite féminine du 10 km à partir de 10h, en sachant qu'il y a encore une incertitude au niveau de la participation de Justine Brezas où elle n'est pas hyper motivée. Voilà, elle pense qu'elle ne peut plus jouer la gagne, donc ça dépendra peut-être des conditions de vent demain et des conditions climatiques. Des garçons, on aura Simon Détieux, Quentin Fillon-Maillet, Fabien Claude et Emilien Jacquelin avec des grandes chances de médaille également pour cette poursuite. Et puis le short track avec le quart de finale de Sébastien Lepape sur 500 mètres. Ça sera à partir de midi. Je rappelle la session de short track. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo notamment sur les réseaux sociaux. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Miel Production. Ciao ciao.